Commencer. OK, je pense qu'on a commencé l'enregistrement. Donc, juste pour introduire le sujet aujourd'hui, c'est par rapport aux les essais cliniques. Je ne sais pas si vous avez entendu des essais cliniques de votre médecin ou de quelqu'un d'autre, mais on va l'introduire, on va discuter par rapport à celui-ci. Si vous avez des questions à tout temps, vous pouvez nous interrompre ou demander votre question par chat. Nous sommes des étudiants en médecine en deuxième année de l'Université McGill, tout le monde ici. On va discuter le sujet, puis on va vous informer et répondre à toutes vos questions. Donc, je suis ici avec Owen, Samer et Rachel, ils veulent s'introduire. Owen? Oui, bonjour tout le monde. Je suis Owen. Je suis un étudiant en médecine en deuxième année à l'Université McGill et je suis très excité de vous faire une présentation sur les essais cliniques aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Samer, je suis un étudiant en médecine de deuxième année à McGill. Je m'excuse, je suis Rachel et je suis aussi un étudiant en médecine à McGill et merci encore pour nous rejoindre. Oui. Je vais vous présenter l'histoire des essais cliniques. Premièrement, les essais cliniques sont des études de recherche dans lesquelles des sujets humains sont attribués à des différents groupes d'intervention afin qu'on puisse évaluer les effets de ces interventions par rapport aux résultats de santé. Autrement dit, on évalue si un traitement spécifique, une intervention ou quelque chose administré ou fait à un patient pourrait avoir un effet différent en comparaison à un autre traitement. Souvent, l'autre traitement est ce qu'on donne typiquement à un patient pour sa condition ou ce qu'on appelle un placebo. Alors ici, nous allons discuter le contexte historique des essais cliniques. Saviez-vous que le premier essai clinique a eu lieu en 562 avant Jésus-Christ? Il a été enregistré dans le livre de Daniel. La population était à Babylone. L'intervention était les légumineuses et l'eau. Le témoin était la viande et le vin. Et le résultat était l'état de santé. Depuis cette époque, nous avons fait des progrès avec le premier essai curatif randomisé en 1946. Il a été réalisé par le Conseil de recherche médicale à la Grande-Bretagne. Pour la population, les patients atteints de tuberculose pulmonaire ont été inclus. L'intervention était streptomycin avec repos au lit. Le témoin était repos au lit seulement et le résultat était la survie avec l'état de santé par évaluation radiologique. Alors, les essais cliniques posent de nombreux problèmes éthiques, donc ils doivent être réglementés. Le premier exemple majeur est le Code de Nuremberg en 1947. C'était un tribunal médical international. Les médecins et les officiers jugés pour leurs crimes de guerre dans l'expérimentation médicale. Le résultat était un code de 10 points qui nécessite le consentement volontaire, l'évaluation des risques et des avantages, les chercheurs compétents, etc. Ensuite, il y avait la déclaration d'Helsinki, qui a été adoptée en 1964, dernière révision en 2013. Elle a été développée par l'Association médicale du monde. Les principes y compris prioriser le bien-être du patient, l'analyse risque-avantage, considérer les groupes et individus vulnérables, etc. De nos jours, les essais cliniques au Canada sont réglementés par la Direction générale des produits de santé et des aliments, DGPSA. C'est l'équivalent canadien de FDA aux États-Unis. Le rôle est d'examiner les nouvelles demandes d'essais cliniques. Si l'essai a réussi, on peut déposer une soumission pour le nouveau médicament chez le DGPSA. Le médicament révisé avec succès reçoit un avis de conformité et un numéro qui permettent aux promoteurs de commercialiser le médicament au Canada.
Alors maintenant, on va décrire les essais cliniques. Donc, Donc, premièrement, juste un second, Rachel. Si quelqu'un a des questions par rapport à l'histoire, juste vous pouvez demander maintenant ou après. Mais Rachel va recommencer avec la description des essais cliniques. Juste si vous avez des questions, vous pouvez interrompre. Merci. est-ce que quelqu'un a des questions? Non? OK, alors, premièrement, pourquoi fait-on des essais cliniques? C'est vraiment un élément essentiel pour progresser la science fondamentale vers des thérapies destinées à la santé humaine. Alors, ça commence premièrement avec les sciences fondamentales, puis on fait des recherches translationnelles et finalement, on peut confirmer si c'est un bon traitement avec des essais cliniques. Ensuite, nous voyons qu'il y a 4 étapes ici pour faire des essais cliniques. Pour l'étape 0, l'objectif, c'est d'explorer si et comment un nouveau médicament peut fonctionner. Et la taille de cette étape, c'est à peu près 15 personnes. Pour la première étape, le but est de déterminer si le médicament est sans danger et nous répondons à cette question avec 20 à 80 personnes. Et les résultats de cette étape nous démontrent la dose la plus élevée que les humains peuvent prendre sans subir des effets secondaires graves. Pour la deuxième étape, l'objectif est de déterminer si le médicament fonctionne. Alors, la taille de cette étape est 25 à 100 personnes, mais toutes ces personnes ont le même type de cancer. Les résultats sont est-ce que cet médicament fonctionne pour le cancer que nous essayons de traiter? Pour l'étape 3, l'objectif est de déterminer si notre médicament est meilleur que la norme. Et maintenant, la taille est des centaines de personnes, peut-être même de nombreux pays. Et finalement, l'étape 4, l'objectif, c'est de déterminer s'il y a d'autres choses à évaluer. Par exemple, les résultats nous donnent des informations sur des effets secondaires à long terme et la taille de cette étape est de milliers de personnes. Ensuite, je vais vous donner quelques termes que vous pouvez voir dans des essais cliniques et j'ai inclus aussi les termes en anglais parce que beaucoup d'essais cliniques se fassent en anglais. On a le mot allocation, c'est la même chose en anglais. C'est l'acte de distribuer des patients dans différents volets d'une étude. Volet, ça veut dire the arms of the study. Alors, c'est une comparaison spécifique d'un essai. Nous faisons une comparaison entre le volet de traitement et le volet témoin. Aveugle, ça veut dire blinding. C'est un processus de suppression d'informations d'un observateur. Double aveugle, c'est ni le patient ni le médecin ne savent dans quel volet de traitement le patient est inscrit. Triple aveugle, c'est ni le patient ni le médecin et ni l'analyste ne savent dans quel volet de traitement le patient est inscrit. Témoin, en anglais, témoin, ça veut dire control. C'est à quoi le traitement, le médicament ou l'intervention est-il comparé. Placebo, c'est la même chose en anglais où on peut le décrire comme une sham. C'est une substance inoffensive administrée à la place d'un traitement. Randomization, c'est répartition des patients par hasard dans les différents volets d'un essai clinique. Norme de soins, ça veut dire standard of care. C'est le traitement, médicament ou intervention couramment administré à un patient pour le traitement de cette affection. Et
dernièrement, traitement, ça veut dire treatment, et c'est le traitement, le médicament ou l'intervention testée. OK. Maintenant, on va parler des types d'essais cliniques. OK. Normalement, quand on parle d'essais cliniques avec notre médecin, ça va être l'essai de traitement qui est à la fin de ce qui est comme écrit ici. Mais il y en a d'autres essais, comme l'essai de prévention. C'est un certain traitement qui aide à prévenir le cancer. Donc, les participants qui sont utilisés ici dans cet essai clinique, c'est des patients ou des personnes qui n'ont pas de diagnostic de cancer, donc population générale. Et c'est la même chose pour les essais de dépistage. OK? Donc, dépistage, c'est pour savoir est-ce qu'on peut détecter le cancer avant qu'il y ait des symptômes. OK? Donc, on veut des personnes qui n'ont pas de diagnostic du cancer ou qui n'ont pas de symptômes. Donc, on ne sait pas s'ils ont du cancer ou non. Et on fait des essais pour voir si un technique de dépistage marche ou non. Essai de soutien, c'est pour les patients ou leur famille. Donc, c'est plutôt quelque chose pour voir si quelque chose améliore le confort du patient ou de son famille lors du traitement, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui est, qui est par rapport au traitement spécifique. C'est plutôt le plan ou quelque chose d'autre comme une activité ou comment est-ce qu'on présente l'information à un patient ou tout ça. Essai de traitement, c'est, comme j'ai dit, comme c'est les essais les plus utilisés. Donc, ici, on va voir si un traitement marche. Donc, un traitement qu'on a développé dans le laboratoire qui est nouveau. On va voir si ça marche et on va voir si c'est mieux que le traitement qui est déjà utilisé pour ce cancer. Donc, normalement, on utilise des participants qui sont des patients avec du cancer qui reçoivent du traitement et on veut voir si un nouveau traitement va marcher mieux ou non. OK. Donc, l'essai clinique est normalement randomisé. Ça veut dire, comme Rachel vient de dire, que on, on- on va mettre les patients dans différents volets du traitement, donc témoins. Donc, on va utiliser le traitement qui est déjà utilisé maintenant et un nouveau traitement ou un placebo, qui veut dire un traitement inoffensif. Et on fait ça par hasard. Et le principe ici, c'est de la randomisation des différents groupes, c'est pour minimiser la variation entre les groupes. Parce que si on fait ça par hasard, et on va voir tout le monde dans tous les groupes, donc on va avoir bonne représentation dans tous les groupes ou tous les volets de traitement ou tous les volets de l'essai clinique. L'équilibre clinique, c'est par rapport à l'éthique des essais cliniques. Donc, l'hypothèse qu'on a lorsqu'on fait un essai clinique, on dit qu'il n'existe pas une meilleure traitement ou meilleure intervention pour maintenant. Et c'est pourquoi on veut l'étudier, on veut savoir c'est quoi le plus meilleur traitement. Donc, les médecins, les organisateurs de l'essai clinique, euh, lorsqu'ils te donnent un des traitements qui est dans l'étude, il n'y en a pas de meilleur. Tous, ils sont sur le même étage, on peut se dire. Mais, mais lorsqu'on voit que quelque chose est meilleur, on va donner ce traitement qui est meilleur à tout le monde. OK? On ne va pas le donner seulement à des personnes qui sont dans le volet de ce traitement, on va le donner à tout le monde. On va arrêter l'essai clinique, on va donner le traitement à tout le monde. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire avec l'éthique et l'équilibre clinique qui est vu dans les essais cliniques. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant la prochaine section de cette présentation? OK, bon. Maintenant, pour terminer cette présentation, je vous présente quelques ressources utiles à référer quand vous pensez
si vous voulez participer à un essai clinique ou si vous voulez en savoir plus. C'est une bonne idée d'avoir une conversation avec votre oncologue pour discuter vos options de traitement. Si vous êtes un bon candidat ou s'il y a des essais qui existent pour vous et votre cancer. C'est également important de poser des questions en premier et de savoir quelles questions à poser. Par exemple, j'ai entendu des essais cliniques. Pouvez-vous m'en parler plus? J'ai lu de cet essai clinique spécifique. Pensez-vous que c'est une bonne option pour moi? Cet essai clinique aurait-il un impact direct sur moi et mes soins? Quel serait l'impact de cet essai clinique sur moi et mes soins? Y a-t-il des spécifiques qu'il faut considérer avant de s'inscrire? Et si je voulais me retirer d'un essai? Alors, ce sont quelques questions que vous pouvez poser pour commencer la discussion. Et en ce qui concerne les essais cliniques, il y a beaucoup de mythes. Et maintenant, je vais essayer de démystifier quelques mythes. Par exemple, je ne devrais participer dans un essai clinique en dernier recours après avoir épuisé toutes mes options de traitement. En fait, des essais cliniques existent pour tous les stades de cancer. Il existe aussi pour le dépistage et la prévention du cancer, comme Youssef l'a dit. Un autre mythe, je pourrais recevoir le placebo dans un essai clinique, c'est-à-dire la thérapie inefficace. En réalité, on utilise rarement la placebo au contexte des essais sur le cancer. Les patients reçoivent soit le meilleur traitement actuel ou la norme de soins, soit une thérapie neuve et peut-être plus efficace. Une autre, c'est « je ne pourrai pas me retirer d'un essai clinique après m'en être inscrit ». Ça, c'est faux parce que vous pouvez vous retirer d'un essai clinique à tout moment, donc vous êtes en contrôle. Les essais cliniques sont dangereux. En fait, quand traiter le cancer comme d'autres maladies, il existe toujours des risques. Comme quand vous prendre vos médicaments pour d'autres maladies, il existe des risques. On fait des essais cliniques car des études rigoureuses antérieures démontrent de bons résultats possibles. Votre médecin et votre équipe soignante discuteront de tout problème avec vous. Je serai traité comme le cobaye dans un essai clinique. Ça, c'est complètement faux parce que les participants d'un essai clinique ont souvent des expériences positives. C'est vraiment pas positif. Ils sont bien informés des risques et des avantages auparavant. Ils sont bien suivis par leur équipe de soins et ils sont traités avec de la dignité. Beaucoup de patients pensent qu'ils sont trop vieux ou vieilles pour participer à un essai clinique, mais en fait, les patients de tout âge peuvent participer. Parce que comme notre population vieillit, il est extrêmement important que les patients plus âgés participent à des essais cliniques pour que les nouvelles thérapies soient efficaces chez les populations plus âgées. Et il y a d'autres mythes, et c'est la raison pourquoi vous devrez consulter avec votre médecin si vous pensez de participer à un essai. Et pour terminer, je vous présente quelques liens et sites web que vous pouvez accéder pour plus de renseignements. Il y a la Société canadienne du cancer, the American Cancer Society on Clinical Trials. Le groupe canadien des essais sur le cancer est un groupe d'oncologie qui effectue les essais cliniques sur le cancer au Canada en collaboration avec la Société canadienne du cancer. Il y a la base de données sur les essais cliniques de Santé Canada.
Cette base de données vous aide à trouver les différents essais cliniques qui peuvent être pertinents pour votre cancer. Mais il faut savoir que cette base de données comprend des essais pour toute maladie, pas juste le cancer. Et finalement, il y a the International Clinical Trials Registry. Ça, c'est un registre des essais qui se trouve partout au monde. Et après cette présentation, nous allons vous envoyer un fichier qui inclut tous ces liens et d'autres détails. Et finalement, voici nos références pour cette présentation. Alors, j'espère que vous avez profité de cette discussion des essais cliniques. Merci pour votre écoute et nous pouvons prendre toutes questions maintenant. J'en ai plusieurs, mais j'aimerais de donner quand même la parole aux autres. Mais une des premières, ce serait aussi avec Rachel qui nous parlait des stades, peut-être, ou les phases, c'est-à-dire numéro 0 à 4. C'est quoi la durée de temps entre l'étape 0 à 4? Est-ce que ça prend des années, ça prend des mois? Quelle est en moyenne la durée? Ça dépend de l'étude, mais je pense que je m'excuse si mon français n'est pas très bon, mais ça dépend combien de temps il faut pour avoir les résultats pour répondre à la question qu'il demande. Ah oui. Mais ça peut prendre des années, absolument. Et juste pour ajouter à ce que Rachel a dit, elle a bien répondu à la question, mais la durée des étapes, ça dépend des circonstances. Par exemple, on voit avec le vaccin contre la COVID-19, elle est déjà à l'étape 3. OK? Donc, ça s'est bien marché vraiment rapidement. Et le fait ici, c'est que on a beaucoup de personnes qui veulent participer dans les essais pour les vaccins de la COVID-19 parce que c'est un problème qui est grand dans le monde, comme on le sait. Et donc, c'est vraiment facile à recruter des personnes dans tous les essais. Aussi, le développement des vaccins contre le coronavirus n'est pas nouveau. C'est quelque chose il y a déjà des années que c'est fait. Donc, ça a commencé lorsqu'on avait SARS-1. C'était en année, je pense, 2005-2006. Et puis, ça a commencé dans ce temps-là. Et puis, le développement, ça a passé plus lentement parce que durant ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient malades. Et donc, la quantité d'argent qui était donnée par les gouvernements n'était pas très haute. Mais maintenant, parce qu'on a beaucoup de problèmes avec la COVID-19, le gouvernement investit beaucoup d'argent et le processus est parti vraiment rapidement. Et pour ça, on a passé toutes les étapes vraiment rapidement. Mais c'était bien fait. C'était pas mal fait. C'est juste qu'on a plus d'argent et ça coûte beaucoup d'argent à faire tous ces essais cliniques. Chaque essai clinique coûte des millions de dollars. Et donc, on doit avoir cet argent-là des gouvernements ou d'autres personnes qui veulent donner d'argent pour faire les essais cliniques. Et donc, c'est ça. Donc, ça dépend des circonstances. Alors, est-ce que ça veut dire que parce qu'on avait fait des essais quelques années passées, comme vous dites, que finalement, on connaît les effets à court terme, qui est maintenant, et à long terme à cause de ces années précédentes, c'est ça? C'est pour la COVID-19 ou en général? Oui, la COVID-19 en particulier. Pour la COVID-19, non, parce que les essais dans les êtres humains sont nouveaux. Les essais dans les animaux en laboratoire ne sont pas nouveaux. Donc, le développement de médicaments, c'est ça qui prend beaucoup de temps.
en avant parce que le développement dans le laboratoire puis les essais dans les animaux, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent, mais lorsqu'on est aux étapes 0, puis étape 1, étape 2, étape 3, donc on peut faire ça un après l'autre ou en parallèle même. Donc on peut faire étape 0 au même temps qu'on commence étape 1 si on a assez d'argent et si on veut faire ça. Normalement, on ne fait pas ça parce que si le médicament n'est pas bon à l'étape 0, on ne veut pas dépenser d'argent pour faire l'étape 1 en même temps. Mais avec la COVID-19, parce qu'on veut avoir le vaccin le plus rapidement possible, on peut faire l'étape 0 en même temps que l'étape 1 en parallèle. Donc, c'est plus rapide et plus efficace. C'est ça, la différence entre normalement, ce qu'on fait avec les essais cliniques, c'est plus long terme parce que ça prend beaucoup d'argent, ça prend comme l'analyse des résultats à chaque étape. Et maintenant, on fait ça en parallèle, c'est plus rapide et plus efficace. Il y en a aussi beaucoup de personnes qui travaillent ensemble. Juste pour ajouter plus, la moyenne pour toute la durée de l'essai clinique est 6 à 7 ans. Mais comme Rachel et Youssef ont dit, cela dépend sur l'étude et l'effort investi. Alors, finalement, le risque d'attendre le vaccin pour la COVID est plus élevé que d'avoir le vaccin et de dire, écoute, tous nos calculs démontrent qu'il y a une sécurité, c'est mieux d'avoir le vaccin que d'attendre ces quelques années de plus, finalement. S'il y a quelque chose à ajouter, les vaccins, ils ne sont pas quelque chose de nouveau. Donc, lorsqu'on développe un nouveau vaccin maintenant, la plateforme est la même. On change juste comme le maladie qu'on veut prévenir avec le vaccin. On change quelque chose, mais la plateforme est la même. Donc, on sait presque tous les effets secondaires qu'il peut en avoir pour presque tous les vaccins. On sait c'est quoi les effets à long terme. Et donc, pour le vaccin de la COVID-19, les essais cliniques, la plus grande chose, c'est les effets secondaires qui sont pas à long terme, mais à court terme. Parce qu'à long terme, on sait presque tout. Et on va voir s'ils vont en avoir des effets secondaires à long terme, mais normalement, avec les vaccins, c'est pas comme ça parce qu'on ne prend pas les vaccins à chaque jour. Avec les médicaments, tu prends le médicament à chaque jour ou à chaque semaine et c'est pour une durée à long terme. Mais avec les vaccins, tu prends ça une fois et 2-3 semaines après, il n'y en a plus de vaccin dans votre corps et il n'y en a rien qui reste. Donc, c'est seulement l'efficacité du vaccin et les effets secondaires à court terme qui sont importants. Je vous envoie en chat 2 liens. Je suis curieuse de savoir si vous les connaissez. C'est Onco-Québec et Cucro, c'est pas que c'est local, mais c'est tous les essais cliniques du Québec et il y en a plusieurs, les hôpitaux bien connus, que ce soit de l'hôpital juif ou autre, ils démontrent ces essais cliniques. Est-ce que vous avez une certaine inquiétude de penser que le patient qui va à son oncologue, que l'oncologue qui n'a pas offert les essais cliniques, parce que tout le monde ne peut pas être dans les essais cliniques, est-ce qu'il peut avoir un genre de conflit, le mot conflit est peut-être trop lourd, mais de donner l'impression que les essais cliniques, c'est pour tout le monde? Je ne comprends pas la question. Est-ce que vous comprenez la question? Que si le patient va, que si chaque patient va chez leurs oncologues et leur essaie de dire est-ce que je devrais être sur des essais cliniques, l'offre n'avait pas été faite par l'oncologue lui-même, non? OK, donc la question, c'est que l'oncologue n'a pas fait, n'a pas dit que vous pouvez participer dans l'essai clinique, c'est le patient qui demande. Oui. OK. Je pense que dans le domaine de cancer, c'est quelque chose qu'on voit plus que dans d'autres domaines parce que les patients,
un traitement difficile, il y en a pas de, peut-être il y en a pas de traitement, peut-être le traitement n'a pas marché. Donc, on va voir ça plus que dans d'autres maladies, que les patients demandent pour participer dans des essais cliniques pour voir s'il y a un traitement qui est nouveau, qui n'a pas été utilisé, si ça va marcher. Mais je pense pas qu'il y a vraiment comme on dit en anglais, conflict of interest ici par rapport aux oncologues. Parce que je pense s'il y en a des essais cliniques dans cet hôpital que la personne peut participer dedans, l'oncologue va l'offrir. Parce qu'on veut avoir des patients dans les essais cliniques, on veut recruter des patients. Donc, je pense qu'il ne va pas comme, ne pas le mentionner. Mais si, par exemple, c'est un essai clinique qui se fasse dans un autre hôpital ou peut-être dans un autre pays, c'est quelque chose d'autre. Ça va être du part du patient de demander parce que normalement, c'est vraiment difficile de participer dans un essai clinique qui se fait peut-être dans un autre pays, par exemple aux États-Unis ou quelque chose de ce genre. C'est plus difficile. Et je vais juste ajouter que ça dépend de la région que vous habitez parce que la plupart des essais cliniques ont lieu dans les hôpitaux universitaires. Et Ouais. les hôpitaux universitaires sont dans les grandes villes. Donc, si vous habitez dans une petite ville, il y a beaucoup d'occasions de participer à un essai clinique et il faut voyager à une autre ville pour participer. Oui. Tout en pensant que le patient reçoit quand même le meilleur traitement pour le cancer, par exemple. Moi, j'en entends beaucoup parler comme directrice du centre. J'en suis je suis très curieuse aussi. Et on est de ces cliniques. Alors, c'est de savoir finalement comment vous le voyez vous aussi. Est-ce qu'il y a des questions des autres? Parce que moi, j'en ai une autre, mais je ne veux pas empiéter sur Ouda et Marie et Nathalie. Moi, je me demande, est-ce que, par exemple, quand il y a un essai clinique pour un type de cancer dans un hôpital donné, est-ce que est-ce que dans tout le monde entier, on est au courant des essais qui se font pour guérir ce cancer-là? Est-ce qu'il y a de la communication se fait rapidement pour que tout le monde, tu sais, si jamais c'est vraiment une découverte qui va vraiment aider pour que tout le monde puisse en profiter le plus vite possible? Comment ça fonctionne? OK. Ouais, j'ai compris votre question. Donc, juste pour dire que votre question, c'est comment est-ce qu'on communique entre hôpital, entre centres hospitaliers de différents pays aussi. Si on a trouvé quelque chose, par exemple, aux États-Unis, comment ça communiquer avec Canada? OK. Donc, normalement, lorsque les essais cliniques ils se font pour du cancer, c'est comme à étape 3, c'est multinational. Donc, ils vont en avoir des essais cliniques dans plusieurs pays, le Canada inclus. Si, par exemple, l'essai n'était pas fait à l'hôpital général juif ou dans des hôpitaux en Montréal, mais c'était fait en États-Unis, il y en a des bons résultats. La compagnie qui a fait ces médicaments, donc les compagnies pharmacologiques, ils vont donner les résultats au Santé Canada et demander s'ils peuvent utiliser ce médicament au Canada. Et puis après ça, les médecins au Canada et les médecins au Québec et les médecins partout au Canada, ils vont savoir que ce médicament est maintenant au Canada, on peut l'utiliser au Canada et ils peuvent vous le donner. Et comment ils peuvent savoir si ça marche? C'est que tous les résultats des essais cliniques, ils sont communiqués dans des journaux scientifiques. Donc, on peut voir tous les résultats. Donc, n'importe quel médecin peut savoir si le médecin travaille au Canada ou en Europe ou n'importe où. Et il peut savoir c'est quoi les résultats des différents essais cliniques.
Et même au niveau provincial, avec le M3S, il y a des conférences qui se font donner. Nathalie, si on n'avait pas la COVID, on pourrait assister, où il y a tout le domaine médical qui, en réseau, partage ces essais. Alors, c'est pour ça que je connais le QCRO et autres, parce qu'ils vont parler, puis il y a énormément des beaux essais cliniques qui se font maintenant. Là, ça donne énormément d'espoir et vraiment, c'est extraordinaire. C'est bon. Oui, ça l'est. J'aurais une question, moi, si vous permettez. J'aimerais savoir, dans le cas d'une personne qui a une récidive, est-ce qu'il y a des contre-indications, par exemple, une personne qui aurait des contre-indications à recevoir l'essai clinique chez des personnes, par exemple, qui ont été traitées avec la chimio, la radiothérapie ou même un médicament hormonal? Est-ce qu'il y a des contre-indications pour ces personnes-là de recevoir l'essai clinique, par exemple? Est-ce qu'il y a des cas où les gens sont refusés? Ou... Est-ce que... Oui, je ne sais pas si c'est pertinent, ma question, mais Oui. je me pose cette question-là. Oui, mais ça dépend d'essais cliniques spécifiques. Chaque essai a des règlements. Et il y a, nous avons présenté une image de pipeline d'un essai clinique et pour chaque essai clinique, on commence avec une population initiale et toute la population est jugée s'il y a des personnes qui sont admissibles et s'il y a des personnes qui ne sont pas admissibles. Et les contre-indications dépendent de l'essai clinique spécifique. Donc, il y a des essais cliniques qui acceptent n'importe de personne et il y a des essais cliniques qui ont des très spécifiques règlements. OK. Donc, ça dépend. Ça dépend. Merci. Merci. Oui, exactement, ça dépend. Les chimios, le radio, exactement. C'est tout, ça dépend. Donc, Ouais. ouais. Et ça dépend aussi de... Ouais. Ça dépend de l'essai. Ouais, ouais. Et de quelle maladie est-ce que vous avez, tout ça, ouais. La vulnérabilité médicale acceptable.